toute petite intro, donc ce week-end, il était sous le signe de l'eau, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de la transition qui est nécessaire, qui est indispensable, qui est urgente. Et un des aspects au niveau du collectif Bassine Non Merci, c'est depuis un moment, on se dit oui, il va y avoir les municipales, ça serait important d'y mettre un peu notre grain de sel, notre grain de sable plutôt, pour interpeller les candidats sur ces questions d'eau, d'aménagement du territoire, mais aussi sur les questions de démocratie participative, de transparence, de prise en compte de la vie des citoyens, parce que ça fait 2 ans qu'on continue à faire des manifestations, qu'on participe aux pseudo-négociations qui ont été mises en place avant de s'en faire éjecter. Et il y a toutes ces choses-là, et c'est des thématiques qui nous interpellent, auxquelles on est très sensible, et qui aussi rejoignent toutes les assos, les structures, les collectifs, les gilets jaunes qui sont ici, ces notions de transparence, de démocratie, voilà. Et je pense que c'est un des aspects où mettre son grain de sable en interpellant les candidats, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il y a un moment où si on veut que ça change vraiment, il faut peut-être aussi y aller. Et voilà, c'était pour ça qu'on trouvait ça pertinent de faire intervenir Christian. Parce que c'est aussi ce qui lui défend à travers des conférences qu'il fait dans toute la France, à travers le livre qu'il a présenté, parce que c'est quelque chose où souvent on se dit que la vie politique, c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas facile, on n'est peut-être pas compétent, on n'est peut-être pas formé pour, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des endroits, comme à Saillant et comme plein d'autres endroits, où c'est tout le monde qui s'en saisit, et on est sur de la vraie politique, pas de la politique politicienne, mais de la politique, la vie de la cité. Et voilà. Et je pense qu'il en parlera beaucoup mieux que moi, donc je vais le laisser faire. Merci à tous. Merci. Eh bien, c'est pour moi un vrai plaisir d'être parmi vous parce qu'il y a longtemps que j'ai envie de dire très fort ce que tu viens de dire, Mathieu, c'est-à-dire que la transition, qu'elle soit énergétique, écologique, elle se fera uniquement, enfin pas uniquement, mais à condition que les collectivités locales s'en emparent vraiment. Et je crois personnellement que pour faire changer les choix politiques qui sont faits en ce moment, il n'y a qu'une solution, c'est de s'impliquer. Mais je ne vais pas déjà tout dévoiler, alors je vais reprendre au point de départ. Merci donc à vous de m'avoir accueilli. Et puis j'espère, sans très très mauvais jeu de mots, que je ne vais pas vous bassiner avec mes histoires. Et puis merci au café. Alors ça, c'est une première pour moi, de me retrouver dans un café avec du vrai public et puis des gens qui sont à la conférence. Donc on va essayer de tous de cohabiter. Et je pense que ça se passera très bien. Je me présente d'abord parce que si par hasard vous aviez eu la curiosité de taper mon nom et mon prénom sur Google, vous êtes tombé sur mon homonyme. Donc surtout faites attention à ça parce qu'il y a des points communs avec l'homonyme, mais je ne suis quand même pas lui et il n'est pas moi. Donc si vous voulez me trouver moi sur Google, il faut taper Proust, Christian et citoyen. D'accord ? Sachez qu'il y a 8 journalistes qui se sont plantés et ça m'a posé quand même quelques petits soucis. Alors, qui je suis, pour que vous sachiez qui vous parle, d'abord, moi sur le plan professionnel, j'ai commencé ma carrière dans l'éducation populaire. Je me suis occupé de centres sociaux et je suis venu souvent à Mel parce qu'il y en a un ici. Et puis 12 ans après, j'ai bifurqué vers le public. Je suis devenu secrétaire de mairie et puis j'ai fait tout un tas de boulot. Et j'ai terminé en 2012 comme directeur général adjoint des services du Conseil général des Deux-Sèvres. Pour que les choses soient très claires, j'ai été dans l'environnement proche d'un président et j'ai terminé dans l'environnement proche d'un président de gauche. Eric m'ayant fait le grand plaisir et puis l'honneur, je crois, de faire la postface de mon livre. Alors, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, malgré cette présentation de ma profession, je dis toujours partout où je passe que je ne veux surtout pas m'exprimer en tant qu'expert. Je ne suis pas un expert des collectivités ou de la démocratie, je suis quelqu'un qui a écrit un bouquin et qui a une opinion. Et donc je viens vous présenter une opinion, un point de vue, et ce point de vue, ça vous permet à vous, ça me permet d'abord à moi d'être totalement libre et de pouvoir l'exprimer tranquillement.
Et puis ça vous permet à vous de savoir que ce n'est pas parole d'évangile. Donc ça vous laisse aussi une totale liberté pour prendre en compte ou pas ce que je vais vous raconter. Alors effectivement, je fais un tour de France. Ce bouquin, je l'ai sorti en janvier 2018. Et depuis, je fais le tour de France parce que je ne pouvais pas me contenter de sortir le bouquin puis de partir sur d'autres activités. J'avais envie de rencontrer des lecteurs et des gens. Et il y a 2 jours, j'étais en Bretagne. Aujourd'hui, je suis là, puis je fais de la pub puisque je serai le 14 à Échiré et le 15 à Cherveux pour être dans les prochaines dates. C'est la 38e réunion que je fais ce soir, ce matin. C'est la 38e réunion et à chaque fois, je rencontre des gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle aujourd'hui les listes citoyennes. Alors, j'étais il y a 15 jours à Poitiers. Il y avait un rassemblement national. Cette photo, je la présente maintenant parce que je trouve intéressant de montrer qu'il y avait là 40 listes citoyennes qui se sont réunies à Poitiers il y a 15 jours. Il y avait 200 personnes, il y avait des gens de toute génération et qui sont véritablement sur la route des municipales. Et alors, des petits villages, mais aussi Orléans, Toulouse, Montpellier, etc. Chambéry, Annecy. Après mon expérience professionnelle, je suis parti, je me suis engagé dans les municipales de Parthenay. En 2014, je faisais partie de la liste citoyenne, comme on disait, et ça s'est très mal passé, mais je ne suis pas là pour raconter ma vie. Et en 2015, je suis parti sur les départementales, sur les élections départementales, et là j'ai affronté un certain Gilbert Favreau. Comme je suis à Mel, vous devez savoir qui a gagné. Voilà. Mais franchement, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Hein. Alors, toutes ces expériences-là m'ont amené effectivement à écrire ce bouquin. En partant d'un principe qu'on n'a plus le choix, on ne peut plus se contenter de râler, il va falloir y aller. Je vais préciser tout ça. Auparavant, je voudrais vous raconter une histoire. Alors, pardon, je sais qu'il y en a qui sont en 2e semaine, là, qui ont déjà entendu, mais ils vont venir vérifier qu'ils ont bien tout compris. Je vais vous raconter une histoire. Je vais d'abord vous expliquer comment ça se passe dans toutes les collectivités de France et de Navarre, très rapidement. Puis à côté, je vous raconterai comment ça se passe à Saillant. Et vous allez voir comment, avec la même loi, les mêmes règlements, les mêmes dispositifs légaux, comment on peut faire bouger, mais fondamentalement, radicalement, les lignes dans la gestion d'une collectivité. Alors comment ça se passe, disons, partout, sauf à Saillant? Eh bien, ça commence toujours par une tête de liste. Alors si vous êtes dans le monde rural, c'est moi qui m'identifie tout seul comme tête de liste. Et puis, je vais aller chercher des copains. Comme me l'a dit un maire d'une petite commune des Deux-Sèvres de 140 habitants, lui, il a tapé à toutes les portes, puis il est allé voir. Puis au bout du tour du village, il n'avait toujours pas sa liste. Donc, il a fallu qu'il se refasse un 2e tour. Et c'est comme ça qu'il a constitué sa liste. D'autres vont essayer d'aller chercher des parents. Il paraît même que dans certains coins, on prend sa femme comme première adjointe. Mais je ne sais pas. Mais là, on est dans des villes. Alors, à la campagne, on s'organise autour d'une personne qui s'identifie elle-même tête de liste. Et puis, vous savez comment ça se passe souvent. Pour faire la liste, la tête de liste va aller voir son copain Dupont, puis il va lui dire « T'inquiète pas, t'auras rien à faire. Tu viendras à une réunion 1 fois par mois, et puis ça sera tout. » En ville, ça commence aussi par la tête de liste, mais ça ne se passe pas pareil, puisque là, ce sont les partis politiques qui jouent. Et là, c'est le parti politique qui va décider de ce qu'on appelle l'investiture. Donc, si vous voulez être tête de liste dans une ville, en tout cas, c'était comme ça jusqu'à maintenant, mais les listes citoyennes sont en train de tout bouleverser, eh bien, il fallait que le parti désigne la personne et donc donne une investiture. Les personnes qui constituent la liste de la ville, c'est pareil, c'est le parti politique qui décide de ça. Alors, on va faire vite. Vous imaginez que vous êtes vous-même tête de liste et puis vous vous êtes présenté, puis vous avez gagné.
Ça veut dire quoi gagner? Ça veut dire que vous êtes en réunion, à la première réunion du conseil municipal, vous êtes le responsable, en tant que tête de liste, d'une majorité, c'est-à-dire d'un groupe qui va être le plus important autour du conseil. Et puis vous aurez en face de vous un autre groupe que l'on n'appelle pas la minorité, hélas, mais qu'on appelle l'opposition. Comme ça, les mots ont leur sens. En France, c'est comme ça que ça se passe. Donc d'emblée, on sait à quoi on s'attend et d'un côté et de l'autre. À cette première réunion, la tête de liste va dire on va procéder à l'élection du maire et puis on va voter. Vous imaginez bien que comme vous êtes venu avec votre majorité, il n'y a aucun suspense. C'est toujours, vraiment sauf exception, c'est toujours la tête de liste qui est élue maire. Ensuite, le maire va dire est-ce que vous voulez... va procéder à la nomination des adjoints. Le maire va dire il y aura tant de postes d'adjoints. Alors là, je vous donne la règle du jeu. Un conseil municipal, le nombre de personnes qu'il y a dans un conseil municipal est décidé en fonction du nombre d'habitants. J'aurais dû réviser avant de venir pour vous dire un mail, il y en a tant, je ne sais même pas. Une quarantaine de personnes? Oh non, non. 33? Oui, donc c'est comme partenaire, d'accord. Donc sur ces 33, vous avez le droit d'élire, de désigner 30% au maximum d'adjoints, d'accord, et un adjoint au minimum. Là, je viens de perdre tout le monde. Alors, donc sur vos 33 AMEL, ils ont la possibilité de désigner 9 adjoints au maximum ou un adjoint au minimum. Alors, vous avez beaucoup de maires qui présentent les choses en disant nous allons désigner 30% d'adjoints sans expliquer. Mais sachez que la règle, c'est entre 1 et 30. Peu importe, c'est après des appréciations personnelles que de se positionner entre ce 1 et ce 30. Et puis, à la réunion suivante, on va désigner sans doute ce qu'on appelle les conseillers délégués. Alors, les adjoints, c'est quoi? Les adjoints, c'est en fait des gens qui vont avoir une responsabilité assez large dans un domaine particulier. Par exemple, vous êtes adjoint aux travaux, adjoint à la voirie, adjoint aux affaires sociales, adjoint à la culture, adjoint aux affaires scolaires, etc. Et puis, les conseillers délégués, eux, vont avoir une responsabilité plus étroite, mais qui va être très précise et qui sera déterminée par le maire qui va signer un arrêté qui va dire « Monsieur Durand, vous êtes conseiller délégué pour telle et telle attribution ». Et enfin, vous avez dans votre conseil municipal des conseillers municipaux qui sont, comme je dis, moi, des conseillers tout court. C'est-à-dire qui ne sont pas les autres. Donc vous avez tout de suite compris que dans la mairie, vous avez déjà une hiérarchie qui s'est installée à 4 niveaux. Maire, adjoint, conseiller délégué et conseiller tout court. Il y a un bidule dans la mairie que personne ne connaît, qu'aucun citoyen ne connaît, alors qu'il est fondamental. Moi, je me délecte à vous le présenter parce que vraiment personne ne le connaît. C'est ce qu'on appelle le bureau municipal. Qu'est-ce que le bureau municipal? D'abord, pourquoi est-ce qu'il n'est pas connu? Il n'est pas connu parce qu'il n'est pas public. Mieux, il est souvent organisé pour être le plus secret possible. Son rôle, c'est d'être le lieu de réunion du maire et de son équipe rapprochée pour faire les choix politiques les plus sensibles, les plus essentiels. Qui le compose? Eh bien justement, c'est le maire et ses adjoints, parfois le maire et certains de ses adjoints, parfois le maire et son premier adjoint, et puis parfois le maire tout seul. Ça dépend de l'envie du maire, en fait. Mais généralement, que ça soit clairement identifié ou pas, vous avez dans toutes les communes un bureau municipal où finalement on traite tout ce qui est important du point de vue politique et stratégique. Et ça ne se sait pas. Vous avez également le bureau municipal. Ah ben justement, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'effectivement, l'absence de débat en conseil municipal
fait que nous ne prenons pas véritablement les décisions à ce moment-là. Elles sont déjà prises avant. Et on va voir comment. Justement, les commissions municipales qui existent dans toutes les communes, elles ont pour objet, vous allez avoir une commission des affaires scolaires, une commission des affaires culture et sport, etc. Là, elles vont avoir pour rôle de traiter techniquement les dossiers. On va prendre un exemple concret, puisque nous sommes dans un lieu culturel. Eh bien, si vous avez une commune qui décide de mettre en place un règlement de subvention aux associations, c'est peut-être au niveau de la commission culture qu'on va réfléchir à comment ça va se passer. Alors attention, il en a déjà été question au bureau municipal où le maire et ses adjoints ont dit « Attention, il faut me cadrer ça, il y aura 30 000 € de subvention par an, surtout faites en sorte qu'il y ait tel pourcentage des subventions à la culture et puis tel autre au sport, etc. » Il y aura déjà des règles qui auront été posées par le bureau, mais au niveau de la commission, on va vraiment définir concrètement quel va être le contenu de cette convention qui sera passée avec les associations. D'où l'importance d'être présent dans les commissions municipales, parce que ces commissions n'ont pas de pouvoir de décision officiellement, mais en réalité, par le travail qu'elles font, elles ont un pouvoir également très réel. Vous avez enfin le conseil municipal. Ben, c'est ce que j'avais commencé à dire, c'est que le conseil municipal est le seul organe obligatoire qui prend toutes les décisions, ce qu'on appelle des délibérations. Alors une délibération, si je reviens à mon exemple du règlement d'attribution de subventions, vous avez compris que quand on prend la délibération sur le règlement, ce n'est pas le moment où on commence à traiter le dossier, mais le moment où on termine. Donc tout ce qui se fait en amont est aussi important que le jour où on va décider. Et vous allez constater dans n'importe quel conseil municipal, enfin vraiment dans la plupart des conseils municipaux, vous allez constater qu'il n'y a jamais de débat. On ne traite jamais le fond des dossiers en conseil municipal. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous l'avez déjà traité politiquement ici, vous l'avez traité techniquement là, pourquoi voulez-vous qu'on cause après? Et pourtant, on entend du bruit dans un conseil municipal. Qu'est-ce qui se passe dans un conseil? Il y a deux choses essentielles. D'abord, vous avez les monologues. Généralement, le maire ou un de ses adjoints qui va présenter la décision qui va être prise, et donc il va expliquer en long et en large quel va être le contenu de cette décision qui va être prise. Et puis vous avez ensuite un jeu de rôle entre opposition et majorité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, le conseil municipal est une réunion publique, obligatoirement publique. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'habitants qui y vont, ça veut dire qu'il y a toujours la presse. Et la presse va faire un compte-rendu de votre conseil municipal demain ou après-demain, ce qui engendre un jeu de rôle entre majorité et opposition. L'opposition, qui a eu 49,9% des voix, a très peu de place dans un conseil municipal et probablement aucun rôle dans la vie municipale, bizarrement en France. Et c'est son seul moment où elle peut dire « j'existe » à ses électeurs. Donc ce qui se passe souvent, c'est que nous avons une opposition qui va dire « je ne suis pas d'accord du tout avec la proposition qui est faite par le maire. Nous, notre avis est le suivant, on aurait préféré que… » Et donc ils vont très naturellement montrer leurs différences. Et beaucoup plus que d'intervenir sur les points d'accord, ils vont être sur les points de désaccord pour bien exister 2 jours plus tard. Et puis le maire, lui, il va dire quoi? Mais vous me cassez les pieds. Enfin, il va le dire avec peut-être un peu plus de bienveillance. Il va dire, qui c'est le patron ici? C'est nous. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. De toute façon, on ne changera pas d'avis. Et c'est nous qui tenons le gouvernail. Vous avez des conseils municipaux, mais ça prend des tons de cours d'école. C'est assez effrayant à certains moments pour quelqu'un qui débarque. Et puis il y a d'autres moments où c'est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, mais où vous voyez quand même toujours ces jeux de rôle. Alors, et puis il me reste, voilà, c'est ça, pardon, enfin c'est pas grave. Donc,
j'insiste quand même sur le fait que le conseil municipal est le moment le plus officiel et probablement le moment le moins intéressant, puisque tout aura été décidé en avant et qu'ensuite, ce que vous allez entendre, eh bien, ce sont plus des propos convenus qu'un travail de réflexion sur les dossiers. Vous voyez comment s'organise de manière très hiérarchique la prise de décision dans votre commune. Et je vais vous montrer ce qui se passe à Saillant. Alors Saillant, c'est bien loin de chez nous. C'est là-bas, entre Provence et Vercors, à 10 km de Clairette de Die. Ça vous parle ? Ça marche à tous les coups, ça. Tout le monde connaît. Eh bien, cette petite commune de 1200 habitants, chez eux, alors je vous raconterai très vite, hein, je fais tout un chapitre là-dessus, parce que c'est vraiment une expérience non pas exemplaire, mais comme ils disent eux-mêmes, inspirante. C'est-à-dire que ça permet aux gens de cogiter et de se dire « Oh là là, ben, s'ils sont allés si loin, on peut peut-être nous aller sur un bout de leur chemin. » Chez eux, tout a commencé par un conflit. En 2012, le maire de l'époque, très autocrate, décide tout seul dans son coin. Alors, il n'y a aucune vie participative sur la commune de Saillant. Qu'on ne me fasse pas dire que oui, mais là-bas, c'était mieux qu'ici. Non, ce n'est pas du tout vrai. Là-bas, c'était pareil qu'ailleurs. Il n'y avait aucune espèce d'implication citoyenne dans la cité. Le conflit en question, c'est simplement le maire qui décide d'installer un hypermarché de l'autre côté de la rocade. Donc vous avez la rivière d'un côté, la rocade de l'autre. Évidemment, immédiatement, il y a une levée de bouclier. D'abord parce qu'on voit tout de suite les magasins en centre-bourg qui vont se en prendre un coup dans la figure. Mais c'est aussi, et peut-être autant, le problème des consommateurs qui avaient l'habitude de venir tranquillement au centre du village pour s'approvisionner à pied et qui d'un seul coup devaient reprendre leur voiture parce que c'est impossible de traverser à pied la rocade. Donc c'est un changement de vie qu'ils n'aimaient pas et ils n'ont tellement pas aimé que dès la première année sur ce petit village, il y a eu 200 personnes qui sont entrées dans l'association. Et puis il y a eu ensuite une pétition. La pétition, c'était 800 personnes qui ont signé. Alors mon interlocuteur, qui s'appelle Fernand, qui est l'un des conseillers, je lui dis donc vous avez gagné. Bon, il me dit, on ne sait pas si c'est de notre faute, mais en tout cas, le supermarché ne s'est pas installé. Ce qui est sûr, c'est que pendant 2 ans de bagarre, ils ont construit une vie collective très forte, comme j'imagine vous devez connaître aussi au niveau de votre mouvement, où on découvre tout l'intérêt d'être dans l'intergénérationnel, d'être dans l'interprofessionnel. Et ce brassage où on apprend à travailler ensemble devient une richesse et un capital extrêmement important. Et c'est ce qu'ils ont découvert à Saillant après cette lutte-là. Néanmoins, le combat était fini, donc il n'y avait pas de raison de continuer à se voir. Alors, ils sont partis chacun chez eux, et puis il y a seulement 5 personnes qui ont dit « Ouais, mais attendez, aux prochaines municipales, c'est-à-dire dans 6 mois, il va y avoir l'ancien maire qui va revenir avec les mêmes méthodes. Tout ce qu'on a essayé de construire n'aura plus aucune valeur, aucune utilité. On ne peut pas laisser faire les choses comme ça. » Ils étaient seulement 5. Et ils ont mis un petit mot dans les boîtes aux lettres de Saillant en disant « Dites donc, les prochaines municipales, et si on y allait ?» Il y a 50 personnes qui sont venues à la réunion. C'était à la fois beaucoup et pas beaucoup par rapport au nombre qu'ils avaient brassé. Néanmoins, suffisamment de dynamique à la première pour décider d'en faire une seconde. Et là, une réunion publique organisée. Et là, il y a 140 personnes qui débarquent. Ils installent dans la salle 8 tables. Sur chaque table, un petit chevalet, et ils mettent le nom de la future commission. Commission des travaux et sécurité, commission des affaires scolaires, etc. Sur 7 tables. Et sur la 8e table, ils inscrivent participation de la population et transparence. Ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'ils ont réussi à faire en 3 mois, même pas 2 mois, je crois.
Ils ont réussi à s'entendre sur les valeurs qu'ils voulaient défendre ensemble et sur la manière de gouverner ensemble. Gouverner, c'est moi qui emploie l'expression, hein. C'est comment ils allaient fonctionner au niveau de leur commune. J'ai demandé à Fernand de quel bord politique vous êtes. Et là, il éclate de rire en me disant « Attendez, mais c'est une question qu'on ne s'est jamais posée. » Alors, moi, je lui dis « Mais comment c'est possible que vous ne vous soyez jamais posé cette question ?» Et lui, il me dit « C'est très simple. C'est parce que d'emblée, on était sur les valeurs. C'est-à-dire qu'on ne se demandait pas aux gens d'où ils venaient, de quel parti, avec quel drapeau, mais on demandait aux gens sur quelles valeurs on veut travailler. D'emblée, ils étaient sur le fond des choses, et ensuite, ils ont travaillé sur le comment on va effectivement s'organiser. Et ils ont construit, j'essaie de faire vite, ils ont construit leur projet autour de 3 idées. Les 3 piliers de Saillant, la collégialité, comme ils disent chez eux, la participation et la transparence. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La collégialité, ça veut simplement dire le partage du pouvoir. Vous vous souvenez de ma hiérarchie en 4 niveaux que je vous ai raconté? Alors chez eux, c'est l'inverse. Qu'est-ce que je veux dire? D'abord, ils ont dit au préfet, on ne veut pas de tête de liste. Et le préfet a dit, ça c'est obligatoire. Puis après, ils ont dit, on ne veut pas d'adjoint. Puis le préfet a dit, il m'en faut un. Ben oui, parce que si le maire a une défaillance quelconque, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse être en capacité d'avoir la même responsabilité que le maire, par délégation. Et donc, ils ont dit, dont acte. Dans ce cas, nous allons faire ce que nous appellerons, nous, un binôme de tête. En fait, tous les conseillers municipaux de Saillant sont organisés par binôme, c'est-à-dire que vous n'avez pas un adjoint aux travaux, vous avez 2 personnes, des conseillers délégués aux travaux et à la sécurité. Vous avez 2 personnes sur un autre thème, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cette proposition, ils l'ont même faite à l'opposition. Considérant que quand on a 49% des voix, d'ailleurs ce n'est pas le cas, puisque, alors eux, ils ont été élus à 57%, donc ils avaient 43%, l'opposition, et ils ont été élus au premier tour. Et je me suis perdu. Oui, alors les binômes, ils ont proposé cette responsabilité-là à l'ensemble des conseillers municipaux, considérant que chacun avait été élu pour être au service de la population. Il y a 3 personnes dans l'opposition. Il y en a une qui a accepté et 2 qui ont refusé le jeu. Celles qui ont refusé, c'est l'ancien maire et l'ancien premier adjoint. Logique. Pourquoi des binômes et qu'est-ce qu'ils font? Des binômes, chez eux, ça a 3 avantages. Le premier, c'est que ça évite l'isolement de l'adjoint. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours rigolo d'être adjoint tout seul dans un coin, même si vous êtes en relation constante avec le maire. Il y a des moments où vous vous sentez un peu seul, effectivement, face à certains problèmes. La deuxième raison, et je passe vite dessus, c'est pour éviter les petits arrangements entre amis. Et la troisième raison, qui est la plus importante, c'est justement pour donner une responsabilité de niveau égal à l'ensemble des conseillers municipaux. À Saillant, il n'y a pas de potiche. Et ça, c'est super important chez eux. C'est tellement important qu'ils se sont dit, il faudrait peut-être même qu'on ait des indemnités équitables. Alors à Saillant, vu le nombre d'habitants, les indemnités, c'est tout petit, hein. En plus, vous avez un règlement qui impose que le maire doit avoir une indemnité supérieure aux adjoints. Il y a des modes de calcul qui font que vous ne pouvez pas payer un adjoint au même prix qu'un maire. Alors donc, ils ont mis en place 3 montants. Pour eux, c'était le symbole, mais le symbole est très important chez eux. Alors 1000, c'est pour le maire, 260 € et 158 €, c'est pour l'ensemble des conseillers. Et chaque conseiller devait se positionner sur une somme en fonction de 2 critères. Le premier étant l'investissement que chacun voulait y donner. Le deuxième étant les moyens de chacun. L'essentiel des conseillers se sont situés sur le 158. Ce partage de pouvoir est une obsession et est une réalité 6 ans après. Ça n'a pas été bouleversé, même s'ils reconnaissent aujourd'hui
que le maire a quand même une responsabilité plus grande qu'il ne l'imaginait tous et lui-même au départ. Et sachez que celui qui a été choisi comme maire l'a été après l'élection. Il était certes tête de liste, mais il a été après l'élection, bien sûr, et même l'élection de ce maire-là s'est faite sans sa présence. Ben oui, il est veilleur de nuit, alors il est au boulot. Et, et en fait, pourquoi est-ce qu'il a été choisi? Non. Non, pas parce qu'il n'était pas là, mais parce que c'était celui qui, du point de vue des membres de sa liste, s'était le plus engagé et effectivement avait une certaine disponibilité, puisque comme ça, il était condamné à ne pas dormir en journée. Ensuite, le partage du pouvoir, il y a évidemment la participation des habitants. Alors là, on est dans un monde totalement nouveau qui n'a rien à voir avec celui que je vous ai raconté avant. Vous avez des commissions comme partout, mais elles sont toutes participatives. 15 jours après leur élection, ils ont fait ce qu'ils ont appelé des portes ouvertes. Et là, je ne sais plus si c'est 120 ou 140 personnes qui ont débarqué pour s'inscrire dans les commissions. Et ils avaient bien dit aux gens, attention, hein, pas de zapping, vous n'allez pas faire 8 jours dans une, puis vous passerez à l'autre. Non, non, vous vous engagez et vous vous engagez pour 6 ans. Il y en a 140 qui débarquent et qui travaillent dans les commissions. Alors bien sûr, il y en a qui sont partis, qui ont arrêté en route, etc. Mais n'empêche qu'il y a un socle extrêmement fort dans les commissions participatives. Puis ils savaient d'emblée qu'un certain nombre d'habitants ne pourraient pas s'investir comme ça, aussi longtemps, aussi largement, parce qu'une commission, ça traite quand même beaucoup de choses. Et donc, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé les groupes d'action-projet, où là, on est sur des contrats à durée déterminée, si vous voulez, et puis sur des choses très précises. Moi, au moment où je suis passé, il y avait un groupe, je me souviens, qui parlait d'éclairage de nuit, qui travaillait sur la question de l'éclairage de nuit. Ben, une fois que le projet a été défini, bien sûr, le gap, et il est disparu. Et puis d'autres ont vu le jour parallèlement et ensuite. Là où ils ont un culot monstre, c'est d'avoir imaginé ce qu'ils ont appelé le comité de pilotage. Car c'est rien d'autre qu'un conseil municipal bis, sans les contraintes du conseil municipal. Quelles sont les contraintes d'un conseil municipal? Ben d'abord qu'il n'est jamais participatif. Un conseil municipal, le public n'a pas le droit d'intervenir. Vous avez ensuite tout un tas de choses réglementaires que vous devez faire en conseil municipal, qui honnêtement ne sont pas des plus réjouissants. Hein. Ce n'est pas toujours passionnant sur certains dossiers, par exemple gestion du personnel, bon, etc. Donc le comité de pilotage fait la même chose que ce que fait un conseil municipal, mais dans la partie, j'allais dire, intéressante. Il se réunit toutes les semaines, ce qui n'est pas rien. 3 de ces comités de pilotage par mois sont publics. Ça veut dire qu'un habitant de Saillant peut venir au comité de pilotage, dire, je voudrais dire un mot sur, alors uniquement sur les sujets qui sont à l'ordre du jour du comité de pilotage, évidemment, peut donner son opinion en cours de comité de pilotage. Il n'y a pas de bureau municipal à Saillant. Donc c'est là que ça s'embrasse, si j'ose dire, au comité de pilotage. C'est là que le débat est réellement effectif sur tous les dossiers. Bien sûr qu'on va parler du budget, mais on ne va pas en parler techniquement, on va en parler sur le fond des choses. Alors, l'opposition est présente, puisque l'ensemble des conseillers municipaux sont invités à chaque comité de pilotage, puisque leur objectif est toujours de rendre publiques les choses, et évidemment, à plus forte raison, aux conseillers de l'opposition. Et donc, du coup, le conseil municipal n'est là que pour entériner et prendre des décisions officielles. Car quand même, à Saillant comme ailleurs, c'est le conseil municipal qui décide. Mais si je reprends l'exemple du budget, le budget a été travaillé sur ces enjeux politiques en comité de pilotage. Pourquoi on a besoin de sous? Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Et puis au moment du conseil municipal, eh bien, il va être voté.
Et enfin, la dernière idée qu'ils ont eue, qui me semble aussi fondamentale, c'est ce qu'ils ont appelé le Conseil des sages, qui s'appelle aujourd'hui autrement, qui est l'Observatoire de la participation. Il est composé de quelques amis à eux, 6 qui faisaient partie en fait du groupe d'animation avant l'élection, et 6 autres personnes qui sont allées tirer au sort dans la population, par tirage au sort. J'aurais peut-être pas le temps d'insister beaucoup ce matin, mais je le fais beaucoup dans le bouquin. Le tirage au sort me semble être véritablement une méthode dont il faut redorer le blason, parce qu'elle est probablement une des plus démocratiques qui existent. Le rôle de ce Conseil des sages, deux boulots. Premier boulot, vérifier que les promesses de la liste sont appliquées. Et si elles ne le sont pas, titiller la liste, expliquer pourquoi à la population, expliquer pourquoi elles ne sont pas tenues, car il peut y avoir de très bonnes raisons qui fait qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose. Le deuxième rôle de cette commission, de ce Conseil des sages, c'est de trouver des idées pour faire participer la population. Je vous prends un exemple. Ils ont lancé ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme. On n'entre pas dans la technique, mais sachez que c'est le travail à la fois le plus difficile et le plus important qu'on fait dans une commune, parce que ça va déterminer l'avenir de la commune sur le plan économique, protection de l'environnement, etc., etc. Utilisation des sols, c'est un travail extrêmement important pour l'avenir des gens qui habitent la commune. Et eux, ils ont dit, c'est tellement important que nous, les élus, on n'aura pas assez de temps pour faire ça, et d'abord pour apprendre à faire le boulot. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe qui sera spécifique pour ça et qui sera décisionnel. C'est-à-dire que le conseil municipal suivra ce qu'a fait ce groupe de préparation. Aujourd'hui, le groupe de saillants qui est en charge de ça, non seulement les gens ont eu une formation, et puis c'était du costaud, ils ont 2 ans de boulot devant eux, et ils savent qu'ils seront décisionnels. Donc leur travail sera pris en compte par le conseil municipal. Il est composé de qui ? Eh bien, c'est le Conseil des sages qui a fait cette proposition. Il est composé de 4 ou 5 élus, je ne me souviens plus, et puis de 8 ou 9 membres qui ont été tirés au sort dans la population. Encore une fois. D'ailleurs, c'est une anecdote, mais après 4 ans de boulot, après avoir ouvert toutes les commissions, les groupes d'action locaux, etc., ils font ce tirage au sort. Ils tirent au sort avec les listes électorales 140 personnes. Je vous informe, entre parenthèses, que tout citoyen a accès aux listes électorales. Ils tirent au sort 140 personnes, alors ils envoient un mot à chacun en leur disant « Bon, ben vous avez gagné le loto. Il faut que vous veniez à la réunion, on va vous expliquer. » Il y en a 50 qui se sont déplacés, et là, il y a les élus de saillants qui tombent du cul. Ils découvrent que 80% des gens qui débarquent à la réunion sont des gens qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont encore jamais vus nulle part. Donc, ils vont confier à des gens qui n'avaient pas encore osé s'investir la responsabilité de l'avenir de leur commune, en tout cas la co-responsabilité. Voilà l'état d'esprit de Saillant pour le deuxième pilier. Et puis enfin, le troisième, je vais très vite, tout doit être public. Donc chez eux, les réunions sont publiques, ils ont plein d'outils d'information, numériques ou pas. Et je vous invite à aller voir, entre parenthèses, Saillant, c'est département 26, parce qu'il y a 2 Saillants en France, donc ne vous trompez pas. Et vous aurez dessus toute leur histoire aussi. Donc vous voyez qu'en fin de compte, chez eux, ils fonctionnent au sens inverse de la plupart des collectivités, puisque pour eux, le plus important, c'est de partir d'ici, de l'implication des citoyens. C'est chez eux leur objectif politique numéro 1. Je dirais même, mais ça c'est moi qui le dis, c'est pas eux, avant même la gestion de la commune. C'est d'abord de faire des citoyens des habitants. Et puis à partir de cette implication-là, de trouver les outils, et ils en ont plein. Sur la question du glyphosate, et les outils sont permanents, ils les renouvellent sans cesse. Sur la question du glyphosate, ils vont faire des votations citoyennes au mois de décembre prochain pour savoir s'ils prennent un arrêté ou pas. C'est l'état d'esprit de Saillant.
Et surtout, l'implication, ils n'en font pas, comment dire ça, ils en font un enjeu commun. Un enjeu commun à la fois aux élus, mais aussi au personnel. Alors, c'est un élément qui est peu important dans une petite commune comme celui-ci, mais qui est fondamental dans une commune comme Orléans. Et j'arrête pas de leur dire, c'est que si vous voulez avoir un fonctionnement horizontal dans une commune, n'oubliez pas les services de la commune, parce qu'il n'y a rien de plus vertical que l'organisation administrative en France. Donc, si vous oubliez cet aspect-là, vous allez vous heurter mais à des murs tous les jours qui vont être autant de freins, alors que vous avez bien sûr la possibilité, parce que les fonctionnaires sont ni idiots et d'abord ils sont citoyens, vous avez la possibilité de les associer à ce type de démarche. Leur résultat, je leur ai demandé qu'est-ce qui a été le plus facile chez vous pour mettre en place cette nouvelle manière de faire la politique. Ils m'ont répondu, le plus facile, je crois que c'est Fernand qui me répond, je crois que c'est la participation. En fait, ils attendaient des difficultés là. Et ils ont tellement ouvert les portes et les fenêtres que ça a été extrêmement facile. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas bossé, parce que ça, ils sont très modestes là-dessus. Mais la participation, c'est du boulot pour les élus. Il faut avoir une sacrée volonté. Et puis, ce qui a été le plus difficile pour eux, ça a été la question financière, parce qu'ils connaissaient bien le budget de leur commune, mais il y avait un truc qu'ils n'avaient pas percuté, c'est qu'en fait, ils n'allaient pouvoir agir que sur 20% du budget de leur commune. Parce que les 80 autres pourcents, ils sont déjà figés. Ils sont déjà fléchés sur des dépenses qui ne sont pas, que vous ne pouvez pas remettre en cause, en tout cas pas facilement. Imaginez le maire de Saillant débarquant en disant finalement, je ne veux plus de secrétaire de mairie. Ça pose quelques soucis, d'abord au maire de Saillant. Et en fin de compte, le vrai résultat que moi je trouve assez stupéfiant, c'est qu'en 4-5 ans, ils ont réussi, de leur point de vue, sans faire une mesure scientifique, à mettre dans le coup un tiers de la population. Un tiers de la population, alors chacun dans sa commune est en train de faire le calcul, ça représente un résultat. Ça ne garantit pas la prochaine élection. Mais ça garantit au moins une chose, c'est qu'il y a eu un vrai bouleversement du vivre ensemble dans cette commune depuis quelques années. Bon, là je passe. Sur l'intercommunalité, je peux en dire un tout petit mot parce que c'est important de savoir que ce dont on parle, c'est de problèmes culturels. En France, on a une manière de faire la politique qui, depuis 30 ans, s'est inscrite comment dire ça, sans aucune remise en cause. C'est-à-dire qu'on fait les choses, on se les transmet d'ailleurs peu, on fait les choses sans se poser la question de savoir si on pouvait les faire autrement. Or, quand est arrivée cette équipe sur Saillant, ce qu'ils disaient finalement à tout le monde dans leur secteur, c'est qu'ils voulaient, eux, faire la politique autrement. Ils ont violenté toutes les équipes politiques qui étaient en place par ce discours-là. Et ça s'est traduit par la première décision de l'intercommunalité, désignation des vice-présidents. Le seul maire qui n'a pas été vice-président de la communauté, ça a été le maire de Saillant. Ça s'appelle une punition. Ça s'est arrangé depuis, paraît-il. Mais je crois qu'il est aujourd'hui vice-président. Mais du coup, ça leur a tellement pas plu, cette punition, qu'ils ont dit, mais puisque c'est comme ça, en 2020, il y aura 40 communes qui s'inspireront du dispositif Saillant et nous transformerons la manière de faire la politique dans l'intercommunalité. Et comme ce n'est pas des rigolos à Saillant, ils ont même mis en place une école de formation des citoyens pour arriver à cet objectif-là. Et si vous allez sur mon site, vous trouverez une dizaine de chartes de listes citoyennes, dont la leur, et vous trouverez chez eux une charte qui est faite pour la future intercommunalité, parce que c'est une charte intercommunale. On n'a pas le temps de parler aussi du rapport commune et intercommunalité, mais moi j'ai envie d'enfoncer le clou sur un point.
Bien sûr que beaucoup de choses se font au niveau intercommunal maintenant, énormément de choses. Mais ne tombons pas dans le piège qui consisterait à écouter certains élus qui disent on ne peut plus rien faire au niveau de la commune. Alors d'abord, c'est oublier qu'on peut faire plein de choses, et puis c'est oublier aussi, ou du moins laisser croire que les élus de l'intercommunalité seraient des gens venus d'une je ne sais quelle planète, alors qu'évidemment ce sont les mêmes qui sont dans l'une et dans l'autre des structures. Je ne veux pas dire pour autant que ça se passe bien, ça se passe souvent très mal au niveau intercommunal en France, et ce sont souvent des problèmes de rapport de pouvoir, de domination des uns sur les autres, des grosses communes sur les petites, etc., etc. Alors, je voudrais maintenant zoomer sur mes tripes, c'est-à-dire sur le fond et la raison finalement pour laquelle je suis ici parmi vous, c'est qu'effectivement j'ai écrit un bouquin, mais pourquoi j'ai fait ça et qu'est-ce qu'il y a dedans? Et pourquoi je suis là? Bon, évidemment, j'ai eu envie de faire ce bouquin après ces expériences professionnelles et politiques, parce que je me disais que peut-être ça aiderait quelques personnes à se présenter à des élections. Mais ce qui m'a fait vraiment basculer, ça a été le résultat des législatives. Là, on a pris un virage, on a vraiment basculé, plutôt, au moment des législatives, car bien sûr, on nous a bassinés avec le député, il a eu 52% des voix. Ouais. Si vous avez pris le temps de regarder les vrais chiffres, vous verrez qu'en France, ceux qui font nos lois aujourd'hui, y compris les députés qui ont été les mieux élus, et nous faisons partie de la même circonscription, n'ont pas été élus par plus de 20% des gens en âge de voter sur leur circonscription. Donc, pour moi, une démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Une démocratie représentative, ça veut dire que le peuple confie à des représentants le soin, pendant la durée d'un mandat, de représenter le peuple et de décider des affaires publiques. Je peux me permettre d'affirmer, c'est un point de vue, mais je vous ai dit que je n'étais là que pour en exprimer, je peux me permettre de dire que nous ne sommes plus dans une démocratie représentative. Et donc, là, il y a un vrai risque. Parce que quand on est élu avec moins de 20%, là, tous les extrémismes peuvent passer comme une lettre à la poste, parce que c'est un effet de nombre. Alors, prenant ce constat-là, je me suis dit, mais pourquoi une telle colère? Alors, j'ai une telle colère. Je sais bien qu'il y a des problèmes économiques qui sont extrêmement importants, mais alors, je vais être clair là-dessus aussi. Je pense qu'il y a des tas de pays où ça va bien plus mal, et je pense que la pauvreté n'est pas une nouveauté en France. En même temps. Le en même temps étant involontaire. Et cette pauvreté, pour moi, n'est pas la goutte qui fait déborder le vase, mais je peux me tromper. Pour moi, ce qui fait désormais déborder le vase, qui fait que des gens ne vont plus voter, ce sont les pratiques politiques qui sont exercées depuis un certain nombre d'années ici. On n'y croit plus, tout simplement, parce qu'on considère que, enfin, bon, j'allais être vulgaire, sacré bon sang. Toutes les études, tous les sondages le montrent, et on a l'impression que les hommes et les femmes politiques sont devenus sourds tout d'un coup. Les gens ne veulent plus de politique métier. Ils veulent plus ce qu'on appelle la consanguinité politique, cette capacité qu'il y a à être dans l'entre-soi, à être sur un jeu de chaises musicales où on changerait de chaise sans jamais faire entrer personne dans le cercle. Donc sans renouvellement. Les gens ne veulent plus de lutte de pouvoir intestine à l'intérieur des organisations. Ils ne veulent pas de perte d'énergie sur les questions de clivage. Ils ne veulent pas de non-partage du pouvoir. Je crois que vraiment, ce qu'on a entendu avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a surpris beaucoup de gens, ça a été ça. Ça a été d'être des citoyens actifs et acteurs
de la vie sociale et politique du pays. La non-transparence, n'en parlons plus, et l'absence de contrôle. Alors ça, les élus qui imaginent qu'ils ont le droit de ne rien dire entre leur élection et les futures élections n'ont pas tout compris de ce qui se passe en ce moment quand même. Aujourd'hui, il y a la nécessité de rendre compte. Alors, ça ne veut pas dire l'épée de Damoclès avec la révocation obligatoire. Ça veut dire qu'il y a des moments où il faut simplement revenir vers la population pour dialoguer avec elle. Moi, je vais vous prendre un exemple sur la politique métier. Le candidat Macron, en février 2017, dans son discours de campagne de Lyon, disait la politique, ce n'est pas un métier, c'est une mission, et on attend derrière une loi qui limite le cumul des mandats, etc. Dans une réunion comme celle-ci, je me suis trouvé face à un macroniste qui me dit mais c'est fait. Comment c'est fait? Ben oui, le non-cumul des mandats, maintenant, ça a été décidé. Je dis non, pas du tout. Ce qui a été décidé, c'est qu'on ne pouvait plus cumuler les fonctions de maire et de député, point. Mais ce qui est en train de se discuter aujourd'hui, c'était véritablement quelque chose d'important. C'était de faire en sorte qu'un élu ne puisse pas être toute sa vie élu, ne puisse pas cumuler une multitude de postes en même temps. Bayrou s'est cassé les ongles sur cette question lorsqu'il a été ministre. Il n'a pas pu amener sa loi. Aujourd'hui, il n'arrive pas à décider. Mais je vais vous dire où ils en sont. Et vous allez voir que c'est presque à pleurer si ce n'était pas à rire. Ils en sont à dire, finalement, on va permettre aux députés de faire 3 mandats maximum. On dresse l'oreille, on dit, enfin, il y a une limite. Sauf qu'ils vont mettre un petit mot dans la loi qui va permettre à ce même député d'être sénateur 3 fois, ou d'être maire 3 fois, ou d'être président de conseil général 3 fois, conseil départemental. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont limiter à 3 mandats dans le mandat unique, dans le mandat dont on parle. Et en plus, avec des règles du jeu, il semblerait qu'un ministre un ministre qui était député, il va redevenir député avec les pendules remises à zéro. Bref, on ne va pas entrer dans les détails. Et dans les détails, en ce moment, la dernière chose qui vient de se discuter, c'est les communes de moins de 9000 habitants ne seront pas concernées par le non-cumul des mandats. Alors, vous êtes en train de vous dire, 9000 habitants, eh bien, ça fait 93% des maires. Comment est-ce qu'on peut, à partir du discours de Lyon, en arriver à un projet de loi dont on va se vanter, s'il passe, parce qu'entre nous, pour qu'il passe, il n'y a que 2 solutions. La première solution, c'est que le Congrès, c'est-à-dire le rassemblement de l'Assemblée nationale et du Sénat, le vote aux 2/3, ça, je suis persuadé que ça ne se fera jamais, personnellement. Et la seconde solution, c'est le référendum. Et à mon avis, ça ne se fera jamais non plus. Alors, tout ça pour conclure que, de mon point de vue, les pratiques politiques n'ont aucune chance de changer par le haut, parce qu'il faut changer les règles du jeu. Et que bizarrement, dans notre système politique français, les règles du jeu, elles sont définies par les joueurs. Donc si vous voulez que ces pratiques politiques changent, n'attendez pas que ceux qui sont sur la branche, si la branche sur laquelle ils sont assis, essayez d'envisager que c'est par le bas, donc par le municipal, qu'une nouvelle culture politique, à la mode Saillant, si vous voulez, donc sur le partage du pouvoir, sur la transparence, sur la participation de la population à la gestion de la cité, c'est là qu'il faut qu'une nouvelle culture naisse. Il faudra des années et des années, mais croyez-vous que les élus de Saillant vont voter pour les mêmes sénateurs que leurs prédécesseurs? Sûrement pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'au niveau base, vous allez vous dire « ouais, d'accord, mais ce n'est pas nous qui pouvons changer les règles ». Mais si, parce que vous allez voter. Si vous êtes conseillers municipaux,
au moins certains d'entre vous vont voter pour les sénateurs. Et puis ensuite, vous allez influer, comme d'autres, comme ils font tout le temps, pour les députés. Croyez pas que les maires soient innocents dans l'élection des députés. Donc, par le bas, on peut effectivement changer la politique pour peu qu'on ne se dise pas que ça doit se régler en un seul mandat. Par contre, il ne faut pas attendre longtemps, parce qu'à mon avis, la situation est déjà extrêmement grave. Alors, je ne vais quand même pas vous foutre la trouille. D'ailleurs, si je pensais que c'était difficile ou impossible, je ne serais pas là et je n'aurais pas fait ce bouquin. Mais par contre, je suis conscient d'un truc, c'est que pour que les gens y aillent, il faut qu'ils osent. Et pour oser, il ne faut pas sous-estimer ce problème. C'est très compliqué d'oser. Il y a des gens de ma génération, nous, on nous a appris que pour faire de la politique, il fallait être notable, il fallait être sachant en tout cas. Il fallait mieux être avocat, alors savoir parler. Alors ça, c'est important en politique. C'est absolument faux. Hein. Je ne sais pas où on a pris ce truc-là. Enfin, si, ça date quand même. Hein. Ça date de la Révolution. Mais en réalité, les hommes politiques et les femmes politiques pourraient se juger plus facilement sur leur capacité à gérer les dossiers qu'à parler en public à une inauguration. Alors, quand même, on nous a appris à nous que c'était plutôt les notaires, plutôt les enseignants, plutôt aidez-moi, les médecins, etc., qui avaient plus de capacité pour gérer les affaires communes. Et puis, à nos enfants, aujourd'hui, on leur apprend autre chose. Alors, les pauvres, ils se tapent tout, eux, hein. Ils intègrent ce qu'on leur a dit, nous, et puis ce qu'on leur dit maintenant. Et ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est que pour être maire dans une commune, il faut être expert en tout. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est être expert en une chose, mais alors en tout, ça doit être quelque chose. Hein. Là, on se plante. On confond la fonction politique avec la fonction technique. Moi qui suis un ancien technicien, et je fais un clin d'œil à Françoise qui est dans la salle, moi je préférais... Je n'attendais pas de mes élus qu'ils soient experts en bitume. Je préférais qu'ils m'expliquent pourquoi ils voulaient construire une rocade, quelles allaient être les conséquences sur la vie des gens et comment on allait la payer. Ça, c'est des choix politiques. Alors que par contre, vouloir obséder les maires sur la nécessité qu'ils ont à être compétents dans tous les domaines techniques auxquels ils vont être affrontés, mais c'est suicidaire. C'est faire fuir tout le monde. Alors, en même temps, si on veut être réaliste, il faut savoir que quand on est maire d'une toute petite commune, maintenant, et ça c'est une évolution négative, c'est vrai que quand vous n'avez pas de personnel du tout avec vous, vous êtes amené à vous frotter à des problèmes techniques et vous n'êtes pas forcément aidé parce que vous n'avez plus ce qu'on appelait les DDA, les DDE, etc. Vous n'êtes pas forcément aidé par l'État désormais. Donc réellement, être maire d'une petite commune, moi je dis dans mon bouquin que ce sont les héros du quotidien, parce qu'ils se frottent à des problèmes sans aucun moyen, mais c'est vrai que c'est pas coton. Néanmoins, ne nous trompons pas de bagarre. N'attendez pas d'être expert en tout pour oser. Alors, c'est avec cette idée-là que j'ai essayé de faire une première partie dans mon bouquin pour rassurer les gens. Je disais avant-hier en Bretagne, vous savez, si mon ancien collègue des finances lit le chapitre que j'ai mis sur le budget de collectivité locale, il va dire Proust, superficiel. Et oui, je n'ai pas fait un chapitre pour les techniciens de collectivité. J'ai fait un chapitre pour n'importe qui et je suis parti du budget familial. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre un budget familial et un budget de collectivité? Et qu'est-ce qui est le plus important à comprendre dans un budget, qu'on soit élu ou pas? D'ailleurs, on peut être simplement un citoyen dans la salle du conseil. Et j'ai mis le doigt sur 7 points qui sont fondamentaux, qu'il faut vraiment aller voir pour comprendre la politique qui est conduite par vos élus. Et ainsi de suite. Donc j'ai traité des questions du millefeuille, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de s'y retrouver dans notre monde. Bref, participation citoyenne, responsabilité des élus, développement économique, les élus et associations. Je trouvais important de traiter cette question des élus et associations pour dire 2 choses.
quand ça se passe bien dans une commune, sur le vivre ensemble, quand ça se passe bien, c'est que généralement, on a trouvé un bel équilibre entre les élus, les associations et des citoyens. Et la deuxième partie le démontre avec des exemples concrets. 2, quand on est responsable associatif et que d'un seul coup on devient élu, ce n'est pas la garantie que ça va bien se passer entre les élus et les associations. Attention, danger, parce qu'il y a des problèmes de jeu de rôle entre les uns et les autres, et parfois ça tourne au pugilat et ça fait perdre de l'énergie pour pas grand-chose. Sur les indemnités, malgré ce que je dis à propos des élus dans mon bouquin, parce que si on résume, je dis, si vous voulez changer de culture, il faut changer les élus. J'ai quand même une très forte sympathie pour les élus que je connais, même si je pense qu'ils sont imprégnés par le système dans lequel ils sont, et donc auront beaucoup de mal à le faire changer de l'intérieur. Mais surtout, arrêtons de dire que les indemnités, que les élus s'en mettent plein les poches, parce que ça, ce sont des conneries. Les élus, faut que vous ayez 2-3 chiffres dans la tête. 55% des communes, moins de 500 habitants. Le maire d'une commune de 500 habitants, il touche moins de 500 € par mois et il dépense, croyez-moi. L'essentiel des élus de France n'ont pas un radis, pas 1 euro, parce que ce sont des conseillers municipaux bénévoles. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors là, il fait de l'angélisme, parce qu'il y a quand même des députés des sénateurs qui... Ah oui, alors je vous donne les chiffres, vous pourrez même savoir exactement combien gagne votre député, votre sénateur, etc. Et c'est vrai qu'il y en a qui jouent avec le cumul des pouvoirs au niveau municipal et intercommunal, qui jouent sur ce cumul, et pas simplement au niveau des élus d'ailleurs, ils ont aussi d'autres jetons dans d'autres organisations, qui effectivement, au bout du compte, ont des salaires, parce qu'on peut parler de salaire à ce niveau-là, tout à fait conséquents, et peut-être même contestables. Mais l'essentiel des élus sont vraiment des gens qui ont plein d'intérêt à être élus. Et moi, j'insiste beaucoup sur le côté valorisation personnelle des élus, qui est une ressource ou une richesse, je ne sais pas comment le dire, plus importante que l'argent. Ce n'est pas la monnaie qui fait que les élus ont envie d'y rester, de mon point de vue. C'est la manière de vivre d'un élu dans une élite, dans une reconnaissance sociale qui est vraiment très importante. Alors, bon, j'essaie d'être pratico-pratique, donc je mets plusieurs niveaux de lecture dans le bouquin. Et puis, je ne voulais surtout pas faire qu'un guide pratique. Donc, rassurer les gens pour leur dire « oser, ce n'est pas si compliqué que ça ». C'était un point intéressant pour moi et important, mais ce n'est pas suffisant. Parce que j'entendais tout le temps « ouais, mais de toute façon, il ne se passe plus rien au niveau local. On n'a plus... La politique, ça ne sert à rien. Pas la peine de s'investir au niveau local, on ne peut rien y faire. » Je sais à qui je m'adresse aujourd'hui. Franchement, si vous n'investissez pas le champ des municipales, c'est gravissime, parce qu'il ne faut pas attendre 2026 ou 27, ou je ne sais plus quoi. C'est maintenant que ça se passe, si vous voulez réellement que des choix politiques en matière de transition démocratique, transition écologique, transition sociale soient apportés, parce que c'est au niveau communal et intercommunal que des choses importantes peuvent se faire. Alors, pour donner envie aux lecteurs, je suis allé, mais là je vais très vite parce que je vois qu'il est déjà midi, pour aller en vie, je suis allé chercher, mais j'aurais pu en trouver 500, je suis allé chercher des utopies qui sont devenues des réalités grâce à l'action politique locale. Alors très vite, pour moi c'est ça une utopie, hein. C'est quand on vous l'offre, il n'est pas comme ça. Puis un jour, vous y arrivez. Je peux vous assurer que ceux qui ont souhaité les utopies dont je vais vous parler, ils ont été pris pour des farfelus au départ. Je passe sur Saillant, personne n'y croyait au départ, hein, en tout cas dans ceux qui ne faisaient pas partie du groupe. Là, oui, la revitalisation d'un centre-ville. Moi, en tant qu'ancien technicien, j'entendais constamment parler de ces problèmes-là. Et on me disait toujours, mais ça c'est impossible à régler parce que les habitudes des consommateurs ont changé, etc., etc. Je vous fais court. Et je suis quand même allé voir une ville
où ça se passe bien. Alors, je ne porte aucun jugement sur la ville et encore moins sur leurs élus. Je ne les connais pas. Je sais simplement ce qu'ils ont fait sur ce chapitre-là. J'ai rencontré le député maire, puisqu'à ce moment-là, on pouvait cumuler, qui, effectivement, a réussi, en tant que président de l'intercommunalité, à mettre en place ce système Oudan, parce que c'est vraiment un système avec une multitude de leviers sur lesquels ils sont intervenus. Je vous fais court, 3500 habitants, 140 magasins en centre-ville, aucune dent creuse, un intermarché gigantesque à l'extérieur, une zone d'activité, une zone commerciale, etc., etc., et un centre-ville non seulement vivant, mais plutôt vivant sur du haut de gamme. Entendez par là, alors la population a les moyens, on est dans le secteur de Rambouillet, mais jouant quand même, puis collectivement. Je crois qu'ils sont 70 ou 80% enfin partie de l'association des commerçants. Je peux vous dire qu'Appartenay, ce n'est pas le cas. Alors je ne veux pas parler de Mel. Et donc du coup, quand ils se décident ensemble de jouer que sur la qualité, ça a un effet immédiat et entraînant. Et effectivement, il y a des gens qui se déplacent et qui n'habitent d'ailleurs pas Oudan pour aller en centre-ville de Oudan. Ils ont développé plein de choses, mais ils ont... alors là, je vous en dis trop ou pas assez, c'est embêtant. Ils ont joué sur les flux. Ils ont joué sur le type de développement économique qu'ils veulent faire. Donc, ils sont en capacité aujourd'hui de dire on veut telle entreprise, on ne veut pas telle autre. Parce qu'il y a effectivement de la demande d'installation. Ils refusent un certain nombre de gens qui dépareillent la logique politique qu'ils ont. Quand je dis qu'ils refusent, je vous jure que c'est vrai, je l'ai écrit en toutes lettres dans le bouquin, ils ont carrément écrit dans leur PLU qu'il sera interdit sur les rues, je ne sais plus le nom des rues, enfin sur la définition de rue précise, il sera interdit de vendre les pas de porte pour en faire des logements, pour en faire des banques, pour en faire des assurances, etc. etc. Ils n'ont pas dû se faire que des amis, je peux vous le dire. Et j'en croyais tellement pas mes yeux que vraiment j'ai regardé le PLU et mot à mot j'ai retranscrit leur expression. Ça c'est quand même du courage politique. Etc., etc. Ils ont joué sur plein de leviers pour faire en sorte qu'aujourd'hui leur centre-ville soit revitalisé. Le bio à la cantine scolaire. Dieu sait si le département des Deux-Sèvres, il n'y a pas longtemps, était particulièrement engagé sur ces questions-là. Mais quand même, moi, dans ma fonction de technicien, je voyais constamment des élus locaux dire « c'est pas possible de mettre le bio à la cantine parce que les parents ne seront pas d'accord à cause du surcoût, parce qu'il n'y a pas assez de production dans le secteur, parce que... etc. etc. » Vous connaissez tous les arguments. Je suis allé voir ces deux exemples-là. Alors, il y en a un que vous connaissez peut-être bien, c'est Senior, mais vous connaissez sans doute beaucoup moins le cas de Saint-Étienne. Je suis allé voir les deux parce qu'ils ont un système inverse. Saint-Étienne fait confiance au privé pour mettre, c'était ça leur objectif au début des années 2000, je ne sais plus quand ils ont commencé, pour avoir 100% de bio dans leur cantine. Donc là-bas, on a un système, d'ailleurs, qui a montré ses défaillances, puisque très vite, ils se sont rendus compte que l'oignon venant de Chine, pas de Chine, mais du Chili et d'ailleurs, fallait modérer les 100% pour monter à un autre taux qui était le taux des produits locaux. Et donc, ils ont mis de l'eau dans leur vin sur ce plan-là, mais aujourd'hui, la totalité de leur système fonctionne sur une organisation qu'on appelle la délégation de service public, qui est une organisation, en fait, vous passez un contrat avec une entreprise privée. Le personnel des cantines, tout ça, c'est privé. Ça dépend de celui qui a passé le contrat. Et à New York, vous avez le système exactement inverse, où là, vous êtes dans une régie municipale, tout le personnel est public, et vous verrez par la manière dont je le décortique, vous verrez qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux systèmes, mais qu'on arrive quand on veut... Ah oui, alors, ce qu'on nous dit toujours, c'est les marchés publics empêchent de faire du bio dans les cantines. On démontre comment, techniquement, on peut utiliser, quand on le veut, les marchés publics pour en faire.
La culture pour changer l'économie. Au moment où j'ai... Alors, je suis content de le dire dans ce café. Au moment où j'ai écrit ce bouquin, c'était le moment où on diminuait les subventions aux associations culturelles partout en France. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une qui a fait le contraire? C'est-à-dire qui a misé sur la culture pour développer son économie. Alors, j'avais entendu parler de Marciac, mais sans être jamais allé voir. Donc, festival de jazz. On est là-bas sur 1500 habitants, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous avez, ça fait des décennies que ça dure, vous avez 270 000 personnes qui débarquent dans ce village chaque année, pendant 20 jours. Mais comme ils ne voulaient pas quelque chose de ponctuel seulement, ils ont créé une multitude d'autres choses. Ils ont d'ailleurs commencé par sauver leur collège, parce qu'en mettant une option jazz, ils ont sauvé leur collège. Je crois bien que c'est le seul en France. Et maintenant, ils sont dans la difficulté inverse, ils sont obligés de mettre des quotas pour que les enfants de leur région puissent avoir une place dans le collège. Et puis, ils ont créé une salle de spectacle. Il y a 500 places. Il y a 50 spectacles par an, niveau scène nationale. Et il y a des gens de la ville, j'allais dire d'à côté, pas tout à fait, hein, on est dans le Gers, là. Hein. Les abonnés de cette salle, ils viennent pour un certain nombre de Toulouse et de toute la grande région. Et puis évidemment, ils vont dans les chambres d'hôtes, dans les restaurants, etc. Même les viticulteurs s'y sont mis, parce que là aussi, il y a du vin. Alors, c'était encore une utopie invraisemblable. D'ailleurs, quand j'ai eu le maire, qui était l'initiateur bénévole de cette affaire-là, je me suis dit, mais quel rapport il y a entre le jazz et la culture locale? Il me dit, ça aurait pu être de la danse classique. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que le territoire était prêt à recevoir une idée qui allait mobiliser tout le monde autour. Aujourd'hui, il y a 1000 bénévoles sur l'organisation, ce qui est contesté d'ailleurs, hein, parce que certains disent « ouais, mais le modèle économique ne tient pas, si on enlève les bénévoles, c'est tout foutu ». Ouais, bon, d'accord, ça fait des décennies que ça fonctionne, et les bénévoles, ils en refusent, parce qu'il y en a trop, mais ils viennent de toute la France. Bon, je passe sur le dernier que vous connaissez bien, c'est que je voulais aussi parler d'une situation désespérée qui est pour moi le canton de Menigoutte, enfin qui était pour moi le canton de Menigoutte, où là-bas, vous avez perdu 40% de la population en 20 ans avec l'exode rural. Et donc, construire du développement à partir d'une telle situation, il n'y avait qu'une idée qui a été donnée par quelqu'un d'exogène, quelqu'un d'extérieur au territoire, qui a dit « mais vous ne voyez pas le paysage que vous avez ». Et en fait, depuis, ils ont développé une multitude d'activités autour de la valorisation et de l'éducation à l'environnement. Voilà. Je ne vais pas faire la troisième partie parce que je pense que le cadre s'y prête pas totalement. Et puis comme je veux que vous veniez tous à Échiré le 14, on fera la troisième partie à Échiré. C'est quoi? C'est quelque chose de beaucoup plus interactif où on essaye de savoir quelles sont les propositions que vous auriez si vous étiez, ça va vous permettre de réfléchir, que vous auriez si vous étiez maire pour mettre de l'air frais dans la démocratie locale. Je voudrais conclure, mais par contre tout à fait prêt à débattre et à répondre à des questions, etc. Conclure par 3 mots. Le premier est confiance. Vous savez, pour oser, il faut vaincre une peur qui est vraiment viscérale chez certaines personnes. Après chaque réunion, j'ai des gens qui viennent me dire « mais moi, je ne saurais jamais vaincre ça ». Il faut faire confiance au collectif pour porter la peur des uns et des autres et surtout pour leur donner à la possibilité de dépasser petit à petit en participant à la réflexion et à la proposition et à la décision. Pas simplement pour écouter les besoins des uns et des autres, mais aussi pour agir et participer. Donc la confiance, c'est un travail sur lequel il faut que chacun travaille. Le deuxième mot, c'est le respect. Je vous dis 2 mots de ce qui s'est passé à Parthenay lors des municipales. Au premier tour, vous avez 3 listes, une liste de droite, une liste de gauche et une liste citoyenne. La liste citoyenne surprend tout le monde puisqu'elle arrive à 50 voix de la liste de gauche. Donc d'un seul coup, tout le monde découvre qu'il va falloir s'entendre. S'entendre
en 24 heures, entre listes qui se sont tapées sur la figure pendant 3 mois. C'est irresponsable. Donc il s'est passé ce qui devait se passer. Nous étions en salle de réunion dans l'abattoir, ça ne s'invente pas. Et on ne s'est pas tapé dessus, mais on s'est quitté au bout d'1 heure dans l'incapacité complète de s'entendre. C'était à désespérer. Il s'est passé là que on n'a pas anticipé, donc j'arrête pas de le dire partout en France, on n'a pas anticipé le 2e tour. Pour l'anticiper, que faut-il faire? Il n'y a qu'une solution. Et ça, c'est le changement de culture total. C'est de ne pas embêter les autres listes qui ont envie de s'exprimer au premier tour par leurs différences. En revanche, c'est d'essayer d'envisager avec certaines un contrat de cohabitation, non, de coalition, parce que ce n'est pas cohabitation, un contrat de coalition. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Sur quelles valeurs on serait prêt à travailler ensemble, même s'il faut réduire nos ambitions. Sur quel programme et sur quelle manière de gouverner on serait capable de travailler ensemble. Si cette discussion n'a pas lieu avant le premier tour, on est foutu. Parce que sinon, la seule possibilité en 24 heures, c'est que l'un accepte d'être dominé par l'autre et de disparaître dans la charte et le programme de la liste qui a, comme c'était notre cas, 50 voix de plus, ce qui n'a aucun sens. Donc ça suppose qu'il y ait une nouvelle règle du jeu qui est le respect entre listes, et ça, c'est pas le plus facile, parce que parfois on se prend des coups qu'on n'imagine pas qu'on va recevoir. Et le 3e mot, c'est le mot volonté, parce qu'il est plus facile d'être autocrate que de vouloir la participation des gens. Et ça suppose beaucoup de travail, beaucoup de volonté pour pouvoir y arriver. Mais au bout du compte, si vous réussissez à faire que des gens osent, vous agissez sur la transformation profonde de la démocratie nationale. Donc le seul mot que j'ai envie de dire pour finir, c'est qu'il va falloir oser. Merci, si vous voulez intervenir, poser des questions, réagir, n'hésitez pas. Merci. Bon, je vais me permettre de donner l'exemple exactement inverse. C'est la ville de Nantes. Et Nantes Métropole. Nantes Métropole, c'est 600 000 habitants. Un jour, les conseillers municipaux de Nantes et des alentours ont appris que Nantes allait se lancer dans la 5G. C'est le maire seul qui a décidé. Formidable. Personne n'était au courant. Parce que le maire voulait se colter avec son copain d'en face, celui de Grenoble. Voilà. Ça s'appelle de la démocratie. Je suis sûr qu'on a tous plein d'exemples comme ça. Oui, alors effectivement, vous donnez plein d'exemples de participation citoyenne réussie. Plein de contre-exemples existent aussi sur les démocraties participatives. Ma question est, est-ce que la démocratie citoyenne, à travers cette fameuse démocratie participative, peut s'inscrire dans les institutions actuelles? Et je la lie à une autre question. Est-ce que vous évoquez à un moment donné de votre conférence, vous dites que nous ne sommes plus dans une démocratie représentative. Ma question est, est-ce qu'une démocratie représentative est réellement une démocratie? C'est une super question. Je crois que bon, alors, sur les exemples, il faudrait qu'on prenne le temps de voir quels sont les exemples auxquels vous faites allusion de démocratie participative qui marcherait très mal ou qui ne marcherait pas. Moi, je serais tenté de dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé, qui ont employé l'expression, mais qui, honnêtement,
ne faisait rien de tel. Et d'ailleurs, ça me permet de vous faire une parenthèse. Je ne sais pas si je vais le faire. En 2014, nous, on faisait figure de marginaux avec cette liste citoyenne. En 2020, toutes les listes vont être citoyennes. Elles vont toutes revendiquer. Vous allez voir, il y a deux mots qui vont revenir partout, citoyen et environnement. Alors, avec leurs synonymes. Comment on repère les imposteurs? Comment on fait? Parce que il y a des listes qui réellement sont dans une démarche à l'assaillant, puis d'autres qui vont vraiment faire semblant. Alors, les imposteurs, et moi je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé des choses en étant, pas forcément dans l'imposture, mais en étant dans le démarrage d'une démarche et sans avoir réfléchi suffisamment autour de cette démarche. Certains sont seulement dans l'écoute des besoins. Donc, vous allez avoir la liste. On a même déjà des noms en Deux-Sèvres. Déjà des noms qui, on voit bien, des gens vont employer le mot citoyen, vont ouvrir un site internet et vont dire « Venez chez nous, donnez vos besoins ». Et à partir de ça, on fera peut-être un programme. On ne sait pas trop ce qui va se passer ensuite. Et puis, il va y avoir des listes qui vont faire un sondage sur un marché, qui vont faire du porte-à-porte, etc. Pour moi, on n'est pas dans l'implication citoyenne. On est dans la consultation citoyenne. Ce n'est pas pareil. L'implication citoyenne, c'est au moins deux autres étapes. C'est faire en sorte que le besoin de la personne se transforme en proposition, mais avec elle. Et c'est faire en sorte que cette proposition, elle soit associée à la décision. Soyons concrets. Si vous allez voir Madame Dupont et puis qu'elle vous dit « Je ne peux pas aller à l'hôpital le dimanche après-midi parce que je n'ai pas de transport. » Et à chaque fois, c'est le bordel. Eh bien, vous entendez ça, et si vous en restez là, vous entendez un besoin. Si vous réunissez un certain nombre de personnes qui ont exprimé une problématique de transport, que vous réfléchissez avec éventuellement des experts sur les questions, des gens de la mairie ou pas, sur la problématique transport, et que vous transformez ça en un certain nombre de propositions qui pourraient régler peut-être le problème de madame, vous l'amenez à la deuxième étape. Et d'un seul coup, vous lui ouvrez complètement la réflexion. Mais si en plus, vous faites cette démarche avant l'élection et que vous l'associez au moment où vous allez décider que l'une de ces propositions qui ont été travaillées va être intégrée dans votre programme, ça veut dire que là, vous l'associez à la décision. Donc évidemment, une fois élu, si vous êtes dans la majorité, vous pouvez monter cela comme un système d'implication. Quand on est arrivé à ce niveau-là, je pense que ce n'est pas facile, mais je ne vois vraiment pas comment on pourrait truander, comment on pourrait être imposteur, là, du coup. Sur les institutions, il y a deux hypothèses, et je sais que parmi vous, il y en a qui pensent plutôt à ça. Faut une sixième constitution. Il faut retravailler au niveau national les institutions. Personnellement, je pense qu'il est extrêmement difficile, sauf à attendre une révolution, il est extrêmement difficile de modifier les institutions par le haut. Donc, compte tenu de l'urgence dont moi j'ai conscience, enfin, je pense qu'on est tous au moins là-dessus, c'est qu'il y a une vraie urgence et qu'on ne peut pas attendre 107 ans. Eh ben, c'est le seul enjeu de ma discussion aujourd'hui, enfin de ma présentation, c'est justement de dire que même dans les institutions d'aujourd'hui, il y a des marges de manœuvre qui sont considérables, mais dont on ne s'empare pas. Alors justement, sauf s'il y en a qui ont des questions, mais je vais rebondir sur ce que vous dites. J'ai très bien compris votre idée de la participation citoyenne que vous avez, qui est une participation qui est décisionnaire.
Mais c'est pas ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, la démocratie participative est seulement consultative. C'est pour ça que je dis qu'il y a plein de contre-exemples et que la démocratie citoyenne, comme vous l'entendez, ne peut pas s'inscrire dans les institutions actuelles. C'est pour ça que je posais ma question. Après, votre réponse me convient. Quand vous dites que pour changer les institutions, seule une révolution peut le faire, d'accord, pourquoi pas. Ensuite, vous dites qu'il y a énormément de marge de manœuvre. Pourquoi je pense qu'il faut changer les institutions? Vous dites qu'il y a énormément de marge de manœuvre par rapport à celles qui sont existantes. À l'échelle municipale, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais l'État a énormément d'influence, selon moi, sur ces décisions municipales, notamment au niveau de la dotation financière qu'elle a qu'elle a drastiquement coupée ces derniers temps. Sans argent, les municipalités peuvent avoir autant de volonté qu'elles veulent. Elles vont être très limitées dans leur champ d'action. Ensuite, une action citoyenne réussie à l'échelle locale, je pense notamment au niveau de l'écologie, elle n'aura aucun impact à l'échelle globale. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, sur un territoire de 10 km² ou 15 km², les choses peuvent être faites tout à fait convenablement au niveau de l'écologie. Elle n'aura aucune décision sur ce qui se passe autour d'elle. Et ce qui se passe autour d'elle aura une influence très négative sur les décisions qu'elle a prises. On peut très bien passer tout en bio sur Mel. Ce qui se passe autour fera en sorte que le tout bio sur Mel va être fortement atténué quand même. Oui, alors c'est l'idée que individuellement on peut changer sans avoir d'influence sur le collectif. Ça, c'est vraiment... c'est ça qui est intéressant dans notre affaire, c'est que c'est un échange de points de vue et qu'on ne sait pas qui va avoir le plus forcément raison, mais c'est vrai que si sur un territoire donné, vous essayez, et surtout en milieu rural d'ailleurs, vous essayez de changer complètement les choses, dans un premier temps, vous violentez le territoire, dans un deuxième temps, vous donnez envie. Rappelez-vous ça. En milieu rural, alors à la ville, c'est sûr que quand une ville comme Saint-Étienne décide de mettre toutes les écoles en bio, je peux vous dire que ça a un impact économique immédiat. Hein. Donc tout le monde s'aligne. Donc ne sous-estimez pas du tout ce qui peut être fait au niveau local. Ce qui peut être fait au niveau local peut avoir un effet d'entraînement considérable. Je me permets modestement de vous proposer quelque chose parce qu'il faut être force de proposition autant qu'on le peut. Sur mon site, il y a une proposition de constitution sur laquelle j'ai travaillé 10 ans. S'il y en a que ça intéresse, voilà. Vous voyez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Alors, c'est pas tant une question, c'est plus un témoignage là de la gestion démocratique des décisions au sein d'un conseil municipal. En Bretagne, j'avais trouvé dans un petit village de 500-600 habitants cette expérience intéressante où en fait l'ensemble du conseil municipal avait pris la décision dès le départ de changer de maire tous les ans pour ne pas que l'ensemble des décisions émanent du maire. Et tous les ans, il changeait de maire parce qu'on sait que le maire, même s'il a un conseil municipal, il a un pouvoir extraordinaire. Et on le voit notamment dans le cadre des bassines. Hein. Seul le maire peut signer ou pas le permis d'aménager. Et la loi prévoit qu'il ne doit pas solliciter l'avis de son conseil municipal. Et je pense que pour des élus locaux, municipaux et des maires, c'est sans doute là un engagement intéressant à prendre lors d'élections municipales, de dire moi je ne fais pas du pouvoir de maire un pouvoir absolu et je m'engage tous les ans à ce que le maire de la commune change et que l'ensemble des décisions soient prises. Alors c'est sans doute pas simple administrativement parce qu'à chaque fois il faut voter les délégations, etc.
Mais bon, moi je suis élu municipal, je suis adjoint d'une commune, et je constate que le maire a un vrai pouvoir. Enfin, il n'y a pas de critique du tout dans mes propos, mais en tout cas, je pense que c'est une idée qui n'est pas suffisamment répandue aujourd'hui. Et on voit que quand des élus s'engagent pour être maire, tout de suite, c'est pour un mandat de 6 ans. Et très sincèrement, je trouve ça dommage, parce que tout à l'heure, quand vous parliez de compétences à avoir pour être maire, c'est aussi une façon de partager les compétences et de s'engager aussi auprès des élus que le pouvoir de maire n'est pas là à des fins personnelles. Parce que je peux le garantir, que quand on est élu, on ne le fait vraiment pas pour s'enrichir. Tout à l'heure, je rebondis sur ce que vous disiez, mais quand on est maire d'une commune de 500 habitants, c'est même pas 500 € par mois. Et je peux vous dire que c'est 50, 60 heures par semaine et des dépenses personnelles sur le gasoil, etc. Et qu'effectivement, là où il y a un enjeu, c'est quand on est, par exemple, maire agriculteur, les enjeux se situent au niveau des terres, au niveau de la présence dans les syndicats d'eau. Et il y a une thèse qui a été faite par un docteur dans le nord des Deux-Sèvres sur cette relation du statut de maire et des agriculteurs qui était très présent dans les conseils municipaux des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des vrais enjeux autour de la terre. Voilà. Parce que ce qu'il dit, c'est que finalement, agissons à partir de pratiques politiques totalement nouvelles. C'est tout à fait possible, effectivement, même si administrativement c'est compliqué. Il suffit que le maire démissionne. Il suffit que le maire démissionne et ensuite la machine se met en marche pour qu'il y ait une réélection. Et si vous l'annoncez d'emblée, sur ce que vous dites, il ne reste plus que 5 mois. Ça aussi, c'est un élément de différenciation avec les imposteurs. Choisissez quelques éléments qui correspondent évidemment à votre fond, mais qui sont étrangement spectaculaires. Si vous annoncez que le maire changera tous les ans ou du moins qu'il changera 2 fois ou 3 fois dans le mandat, c'est un élément qui... Alors là, vous pouvez être sûr que les faux, les imposteurs, comme je les appelle, ne vous emboîteront pas le pas. Mais je vais vous prendre un autre exemple, parce que vous allez... Archipel Citoyen, qui est une liste citoyenne de Toulouse, ils sont en train de faire un tirage au sort pour désigner un tiers de leurs candidats. Un tiers de leurs candidats seront tirés au sort. Et ils ont déjà trouvé un nombre important de personnes. Le deuxième tiers, ce sera des volontaires. Et le troisième tiers, comment est-ce qu'ils disent ? Des gens plébiscités. Donc, qui sont finalement promus par d'autres, enfin vendus par d'autres. Vous pensez bien que si vous annoncez que le tirage au sort va faire partie de votre manière de gouverner, là aussi, il n'y a que ceux qui seront... Non, c'est juste un exemple. Je ne suis pas en train de vous dire, allez-y sur le tirage au sort. Sauf que là, vous êtes sûr qu'ils ne vous emboîteront pas le pas. Juste une petite précision par rapport à tout à l'heure à la question des indemnités. Il faut savoir qu'effectivement, le maire et seuls les adjoints ont une indemnité, parfois les conseillers municipaux, mais ça peut être une façon de se démarquer aussi sur une liste citoyenne en disant, ben voilà, on est, je sais pas moi, 10 ou 11 à se présenter, plutôt que d'avoir un maire, 3 adjoints, qui vont avoir dans un village de 200 habitants 200 € d'indemnité. On s'engage à ce que l'ensemble des indemnités soient mises dans un pot commun entre le maire, les adjoints, et que ensuite c'est ce qu'on appelle une délégation à un conseiller municipal qui fait un vrai boulot et qui a 0 indemnité, de dire on mettra le pot commun et chaque conseiller aura une vraie délégation avec une vraie tâche. Et là aussi, c'est une façon d'écarter les imposteurs de façon concrète qui voient à travers les postes d'adjoint ou de maire une façon de cumuler des indemnités. Voilà. Enfin, en tout cas, ça, c'est des exemples concrets, je pense, et des engagements à promouvoir parce que les listes classiques ne sont pas dans cette logique. Délégué. Voilà, c'est ça la règle du jeu. Attendez, il y a peut-être d'autres questions. Ouais, parce qu'il faut... S'il y a d'autres questions, sinon... Je suis désolé, moi j'ai plein de questions. Je suis toujours pas d'accord avec votre vision
participative locale. Moi, je pense que c'est très limité, notamment au vu des combats et des mouvements sociaux qui sont lancés depuis plusieurs mois. Ce ne sont pas des revendications locales qui sont faites. Et je pense que s'investir sur les municipalités, je le critique pas, hein, c'est quelque chose de très louable, et je pense que bien faire fonctionner son petit territoire, c'est quelque chose de très louable. Mais je pense que c'est limité dans son champ d'action. Je ne veux pas développer là-dessus, je vais venir sur une autre question. Comment ? Oui, c'est limité au territoire, mais donc ça a peu d'impact même sur la décision qui sont sur les décisions qui sont prises au niveau territorial. Je veux dire, l'État décide de beaucoup de choses aussi à l'échelle du territoire, et donc s'investir que localement, c'est limiter drastiquement ses choix politiques sur son propre territoire. Bref, je voulais revenir surtout cette fois-ci sur l'engagement. Sur les décisions, elles ne peuvent être sur des décisions citoyennes, elles ne peuvent avoir un impact que si collectivement il y a un engagement, que si beaucoup de gens se mobilisent. Je pense que là-dessus on est d'accord. La question est comment on mobilise les gens. Vous avez beaucoup dit qu'il faut avoir le courage de s'engager, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de le faire. Moi, sur ça, j'ai une vision très matérialiste des choses, au sens marxiste du terme. Je pense qu'on ne peut pas s'engager pour quelque chose sans avoir conscience que le problème nous impacte. Je ne pense pas que c'est l'idée de quelque chose qui va faire qu'on s'engage, mais c'est quand ça nous touche concrètement que l'on va s'engager. C'est pour ça, selon moi, que le mouvement des Gilets jaunes est né. Les Gilets jaunes ne se sont pas engagés pour faire dégager Macron au départ ou pour changer le système. Ils se sont engagés parce que leur portefeuille était touché avec l'essence. Les Gilets jaunes n'en pouvaient plus, les gens qui sont mobilisés autour des Gilets jaunes n'en pouvaient plus de payer autant de taxes, de payer autant de choses, alors qu'ils avaient déjà du mal à bouffer, à se loger, à se vêtir, avec plein d'autres problèmes. C'est cet engagement qui les a poussés à avoir une réflexion plus globale. En tout cas, c'est ce que j'ai vu en y participant, moi. Je pense qu'il y a un vrai problème intentionnel de formation politique des citoyens dès le plus jeune âge, dès l'école, j'y suis encore, à cette participation à la vie politique. Si on ne prend pas conscience de ce qui nous impacte matériellement, c'est-à-dire que si je ne me rends pas compte que c'est les décisions politiques qui vont me permettre de gagner plus d'argent pour manger, pour me loger, pour étudier, si ce n'est pas les décisions politiques qui me permettent de travailler plus facilement, etc., je ne m'investirai pas. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la formation politique des gens, sur à quoi servent les institutions. Personne ne sait à quoi sert le Sénat, par exemple. Personne ne sait comment fonctionne l'Assemblée nationale, à quelques exceptions près. mais si on n'a pas de formation à ça, on peut pas s'investir. Ça paraît trop large, trop vaste, trop éloigné de nos problèmes à nous pour prendre conscience des choses. Je suis pas sûr. Moi, je suis de Poitiers, petite commune aussi, mais j'ai l'impression que je peux rien faire au niveau national. Mais par contre, je peux faire au niveau de la commune. C'est tout le contraire de ce que tu dis. Alors, qui a raison, je ne sais pas. Là, je peux faire des choses. Je fais des choses. Mais là-haut, le Sénat et tout, vraiment, je suis impuissant par rapport à ça. Comme on se connaît bien, Axel, je vais te faire une réponse, mais qui est très très métaphorique. Je n'ai pas de réponse. On pourrait débattre très longtemps de ce sujet-là. J'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que tu crois encore à l'antibiotique, tu vois, qui va tout changer. Et, moi, je crois à l'homéopathie. Maintenant, peut-être que j'ai cru à ce que tu dis aujourd'hui, mais et une grande preuve, c'est que finalement, le gouvernement, lui, il ne croit plus à l'homéopathie non plus, tu vois, parce qu'il se dit quand même que l'homéopathie, ça pourrait vraiment changer les choses petit à petit et faire en sorte que ça soigne tout le corps. Non, lui, il croit vraiment à l'antibiotique, sauf qu'en fait, sans forcément qu'elle soit utile. On voit bien que c'est plus utile du tout. Ça a tellement été utilisé, réutilisé que ça n'a plus aucun effet et qu'on ne peut pas changer. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont été tentées pour essayer de changer les choses depuis le haut. C'est le jacobinisme, en fait, en quelque sorte. Hein. Je veux dire, de penser qu'on peut vraiment partir d'en haut et changer les choses. C'est la révolution, etc.
Est-ce qu'on est dans une situation où les pré-révolutionnaires ou pas, moi je crois que ça fait tellement longtemps qu'on y est qu'on n'y arrive pas. Mais que par contre, ce que dit Christian, moi je crois beaucoup à ce que dit Christian, c'est de dire que des exemples locaux, petit à petit, en méthode homéopathique, peuvent petit à petit faire en sorte que au-dessus, on soit contraint de changer. Il faut se méfier, il ne faut peut-être pas être trop péremptoire et trop dire il n'y a qu'une solution et que si on fait comme ça, comme si on s'en sortira et sinon on ne s'en sortira pas. Mais moi, de manière pragmatique, je constate un truc, c'est que ce petit village minuscule de Saillant, il a eu 700 interviews en 4 ans, en 5 ans. Vous imaginez le nombre de personnes qui ont entendu causer de Saillant aux 4 coins du pays et qui essaient de s'en inspirer. Or, au départ, eux, ils n'avaient pas du tout cette ambition, ils voulaient juste travailler dans leur petit territoire, comme on dit. Donc, la diffusion qui est en train de se faire, et alors, quand je vous entends dire seulement quand on est directement concerné, on peut y aller, alors là, je ne suis pas d'accord du tout, parce que c'est une question d'abord de volonté politique d'ouvrir les portes et les fenêtres. Si on n'ouvre pas les portes et les fenêtres, moi je peux avoir envie d'être concerné directement, si on n'ouvre pas les portes et les fenêtres à la mairie pour effectivement que les gens se saisissent de leurs affaires, eh ben, il faut entrer dans la mairie pour ouvrir les portes et les fenêtres. Je vois vraiment pas d'autre solution, parce que arriver à Saillant à 2/3 de la population qui participe, alors ça n'enlève rien à ce que vous avez dit, mais ça montre quand même que de manière très concrète, pragmatique, quand les conditions sont réunies, les gens peuvent effectivement se saisir. Et je suis d'accord alors à 100% avec vous sur la question de la formation, mais la formation, de mon point de vue, ne doit pas être un préalable, parce que la formation préalable, ça nous amène tout de suite à l'élite. La formation, c'est un des éléments de l'engagement et de l'implication des citoyens, mais ce n'est pas le préalable de mon point de vue. Mais encore une fois, personne n'a la vérité. Juste au passage, intercède. Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'il y a une solution? Je ne crois pas. Et je pense qu'il faut surtout qu'on arrête d'opposer les solutions, les échelles. Clairement, les municipales est une échelle pertinente où on peut agir, comme tu disais, mais ce n'est pas la seule. Je fais partie de ceux qu'appellent de mes voeux qui souhaitent une révolution, qui pensent que l'urgence est telle qu'il faut effectivement changer le système, globalement, mais ce n'est pas la solution unique. Et puis est-ce qu'on est dans une situation où ça peut arriver? Je ne suis pas sûr. Il faut prévoir des plans B, il faut prévoir, et ça peut en être un. Il faut arrêter d'opposer les modes d'action. En fait, ici, aujourd'hui, c'était une journée qu'on a placée aussi sous le signe de la convergence. Il y avait dans les organisateurs principaux, on va dire, sinon merci, il y a les Gilets jaunes de Mel, mais il y a plein d'autres assos, de structures, d'organisations, de syndicats, de plein de personnes qui sont impliquées, qui s'engagent. Tout ça, ça fait partie de processus d'implication qui sont stimulants, qui sont enrichissants, qui contribuent à l'éducation populaire et à la formation qu'on peut avoir tous ensemble. Et donc, toutes ces choses-là contribuent à un petit changement aussi, en tout cas une volonté de changement du système. Je pense que cette révolution que je souhaite, il y a une histoire de cohérence, qu'elle ne peut pas être sociale sans être démocratique, sans être écologique, sans être économique. Il y a besoin de tout revoir, tout reprendre. C'est un des échelons qui est pertinent parce que localement, ça joue sur la commune, ça joue sur l'intercommunalité, ça joue sur d'autres instances auxquelles ça donne accès. On a vu qu'il y a pour revenir à notre thématique des bassines, il y a les commissions locales de l'eau, où on se retrouve avec des collèges d'État, de collectivités locales et d'usagers, où on retrouve aussi beaucoup avec des sous-collèges industriels, agriculteurs et, on va dire, associations de consommateurs ou défense de l'environnement. Et en fait, on a des verrouillages. Dans les collectivités locales, on a souvent, il y a une surreprésentation des agriculteurs ou en activité ou à la retraite, avec des gens qui sont « Ouais, mais toi, tu connais un peu les problématiques de l'eau et tout ça, donc vas-y ». Donc on a un collège, une collectivité locale qui est assez impliqué. Et sur le collège des usagers, on va avoir agriculteurs industriels qui vont un peu soutenir de façon générale. Je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais c'est très souvent le cas. Tu m'embêtes pas sur mon dossier, moi je t'aiderai à passer le tien derrière. Et au final, on a un verrouillage de ces choses-là.
rentrer au municipal, c'est aussi une façon de rentrer dans ces instances-là et de noyauter un peu tout ça. Et ça contribue à cette révolution de l'intérieur. Et c'est, encore une fois, voilà, il y a plein de façons de s'impliquer. Donc cette convergence, elle est au niveau des idées, avec une cohérence, elle est au niveau de la complémentarité des modes d'action aussi. Et voilà, il y a de l'implication sociale, associative, citoyenne, militante. Pourquoi pas après dans les actions violentes et non violentes, on parle de désobéissance civile. La semaine qui vient, c'est la semaine mondiale de la désobéissance civile, et des actions qui se font partout. Voilà, il faut que chacun y trouve son compte et qu'on arrête de s'opposer, de se diviser sur les façons. Il faut que tout le monde soit conscient, trouve son niveau d'implication qui lui plaît, qui lui convient, dans lequel il est prêt à s'engager pour aller dans un même sens global. Ça, c'était ce que j'espère, voilà, ce que je souhaite. Et puis voilà. C'était une interception plus longue que je pensais. Dans le sens de ce que tu disais, Axel, sur la formation, les communes et les communautés de communes, localement, elles ont des budgets formation des élus qui sont importants, qui sont, si je vois ce qui se passe dans notre territoire, au niveau communautaire, ça a été dépensé à moins de 5%. Et en gros, cet outil de formation des élus, il est déclenchable aussi au niveau local. Ça, c'est un choix municipal. Oui, tout à fait, complètement. En gros, les formations peuvent être mises en place avec du budget dévolu à la formation des élus, mais a priori, si on y intègre à ces formations-là des citoyens, je ne pense pas qu'il y ait... Enfin, à mon avis, c'est faisable. Mais quand je vois la sous-utilisation de ces budgets-là, c'est incroyable, incroyable. Comment ils sont utilisés? Souvent, ce sont pour faire des formations techniques, c'est-à-dire pour faire que l'élu soit un expert en tout. Juste un petit mot. Non. Juste un petit mot, parce que j'ai haussé le sourcil tout à l'heure. Je pense qu'en fait, on peut très bien s'investir sans être directement concerné. Sinon, pour moi, ça ne m'intéresserait pas. Carrément. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il fallait s'investir que lorsque l'on est concerné par quelque chose. Je dis que dans la très grande majorité des cas, on ne s'investit pour quelque chose que lorsque l'on est directement touché par cette chose-là. D'accord ? On peut très bien s'engager sans y être touché. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de solidarité, par exemple pour les réfugiés, il y a beaucoup de solidarité pour eux. On n'est pas directement impacté par leur détresse. Mais la solidarité qui a lieu pour eux est bien présente. Je dis juste que quand on s'investit pour combattre quelque chose, quand déjà on a peu de temps pour nous, on galère à boucler les fins de mois, on a du mal à bouffer ou à nourrir ses gamins, on ne va pas aller s'investir pour un changement climatique éventuel qui va avoir lieu dans 50 ou 70 ans. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Il est construit sur des arguments. Je ne dis pas que je détiens la vérité et que les autres ont tort. C'est mon point de vue. Moi, je voulais surtout rebondir sur ce qui m'a été répondu avant. Effectivement, peut-être que la révolution n'aura jamais lieu et qu'à notre échelle, on n'a aucun impact sur une vision étatique des choses. Moi, ce n'est pas mon point de vue. Je pense que les sociétés humaines, à travers l'histoire, ne sont pas immuables. Elles évoluent constamment. Et que dire qu'on ne peut rien faire plus haut, c'est limiter son champ d'action toujours. Sur le pouvoir des municipalités, je ne critique pas. Hein. Je suis totalement pour le fonctionnement des municipalités. Et si je suis ici aussi aujourd'hui, c'est parce que je crois en ce qui est fait et je crois en la convergence. Et d'ailleurs, l'idée de convergence est une idée qui sort d'une échelle municipale. On va dire la convergence des luttes, c'est une convergence plus globale des choses. Quand je dis qu'il faut combattre à une échelle plus globale, on peut voir des exemples en date, notamment de l'interventionnisme de l'État par rapport à des décisions municipales. Le maire en Bretagne qui a essayé d'interdire le glyphosate, d'accord ? Est-ce qu'il a pu le faire ? Non, il n'a pas pu le faire, il n'a pas pu passer son arrêté parce que l'État lui empêche de le passer. Donc l'interventionnisme de l'État limitera toujours le pouvoir de la municipalité. Ensuite,
Et enfin un dernier argument, parce que je parle beaucoup, j'aime ça le débat. Mel, moi je suis né à Mel. Je connais par mon environnement personnel et professionnel un peu ce qui s'y fait. Je m'y suis investi et je m'y investis encore quand je peux. Mel est une ville très dynamique qui réussit beaucoup de choses à l'échelle sociale, écologique, etc. Est-ce que Mel a rayonné autour? C'est la question que je pose. Est-ce que quand on regarde une ville comme Lezay, est-ce que quand on regarde une ville comme Celles, une ville comme Sauzet-Vauzey, une ville comme Chefbouton, qui sont des villes qui deviennent des déserts sociaux, est-ce que Mel a rayonné sur son environnement local encore? Non. Enfin, pour moi, elle n'a pas rayonné, ou en tout cas pas assez rayonné. Quand on voit ce que deviennent les localités d'alentour, elle ne rayonne pas assez. Donc, est-ce que s'investir seulement à l'échelle locale, quelque chose que je ne critique pas encore une fois, j'essaie juste de voir plus loin, est-ce que s'investir seulement à l'échelle locale est quelque chose qui réussit? Ou est-ce que prôner une convergence des luttes plus globale, comme ce qui est en train de se faire aujourd'hui, je pense que le climat est favorable à une révolte citoyenne, ouais, on peut parler de révolution, même si ça fait peur à certains. Il y a des solutions de tension de partout. Depuis que Macron est arrivé au pouvoir, on peut faire une carte de tous les endroits en France où il y a eu des grèves, où il y a eu des mouvements sociaux, c'est énorme. C'est énorme. Donc il y a un climat de tension qui est favorable justement à cette révolte citoyenne qui pourrait permettre de changer les choses à une échelle plus globale. Et c'est là-dedans que je pense qu'on peut s'investir. Moi qui n'habite pas en France, qui habite en Vendée, effectivement, ça a l'air de bouger un petit peu. On commence même en Vendée à entendre parler de liste horizontale où les partis de gauche mettent de l'eau dans leur vin et arrivent à se rassembler pour plus tirer la moue, etc. Mais je pense qu'il y a un gros travail de fond. En fait, jouer les cartes démocratiques dans une dictature cérébrale, voilà. Donc il ne faut pas oublier l'autre travail de lobby, parce qu'en face, ils vont mettre les moyens. Ils les mettent aujourd'hui, hein, on les voit avec que ce soit les gendarmeries, les dénis de démocratie affreux, etc., quoi. Et que je pense que l'action citoyenne, au-delà des municipales, elle est quotidienne. Et regarder son voisin en face, je sais pas, pour ce qui concerne la flotte, la terre, éteindre un enrouleur, la désobéissance civile et le rapport de force. Aujourd'hui, moi, ça fait 10 ans en Vendée que je n'essaye pas d'aller dans une municipalité parce que je sais qu'ils sont bien loin de l'horizontalité, etc. Mais par contre, je vais faire mon travail de lobbyiste sur des élus qui seront dans le bon sens ou sur les élus qui font chier, quoi. Et donc, c'est ce jeu de pouvoir en fait qui va donner les clés, sachant qu'il y a quand même un sérieux réveil citoyen. Parce que pour qu'on parle de liste convergente jusque dans le sud Vendée, je me dis que y a quelque chose qui se trame, quoi. Hein. Bon, et un grand merci à vous tous. J'ai oublié de dire merci à la librairie de Mel qui a fait venir un paquet de bouquins pour Rosé. Et c'est Mathieu, non c'est Madame, c'est Mathieu qui les vend si vous voulez. Merci pour vos engagements multiples. Voilà. Bonjour, excusez-moi de vous importuner. C'était juste pour vous signaler, il y a un stand pour la signature de la privatisation des aéroports de Paris. Pour faire la signature, juste une carte d'identité suffit, vous serez les bienvenus. Vous serez accueillis. Merci.